Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co dédiée aux séries et aux plateformes de streaming. Alors la semaine dernière, je vous avais promis une émission autour de culte, voilà, il se trouve qu'on a eu un petit contretemps, mais on est retombé sur nos pattes et on a une magnifique émission aujourd'hui, notamment parce qu'il y a de l'Halloween dans l'air. Bah oui, on est le 30 octobre et forcément, demain, on va pouvoir sortir les citrouilles, les vampires, les sorcières et autres monstres qui garnissent nos jardins et les vitrines des magasins. Et puis les plateformes aussi. Les plateformes, forcément, Halloween, il y a des choses à raconter là-dessus. Elles sortent leur petite sélection de films et de séries pour se faire peur. Alors des films, c'est évident, ça il y en a depuis des décennies au cinéma et à la télé. Les séries, est-ce que les séries ça rime vraiment avec Halloween? Est-ce qu'il y a vraiment des séries qui nous font peur? Est-ce que l'horreur c'est un genre qui se décline bien? Eh ben on va essayer de voir tout ça avec mes deux invités qui eux n'ont peur de rien. Tout d'abord, Juliet. Salut Julie. Salut, ça va? Ça va très bien, ravi de t'avoir pour l'émission, journaliste spécialiste des séries du streaming au Journal du Geek. Et en face de toi, c'est Thibaut Gomez-Léal. Salut Thibaut. Salut Clément. Thibaut, chef du service cinéma et streaming des numériques. Pas effrayé par Halloween? Pas du tout. Pas du tout. En voilà un qui a les nerfs solides, Julie. Ça va. Bon, ça va. On va voir comment vous en sortirez à la fin de cette émission. On va donc activer le mode Halloween cette semaine. C'est parti. Je le disais donc, citrouilles illuminées, les toiles d'araignée qui pendent au coin des maisons, les zombies et les loups-garous dans les vitrines et les jardins. Ça y est, Halloween est là depuis un petit moment. Après, on va passer tout de suite à Noël. Ça va aller très très vite, mais on a encore 2-3 jours pour se faire peur. Et ça, c'est le mieux, c'est une petite soirée plaid sur le canapé avec un bon film pour se foutre la trouille. Alors, les films, moi j'en ai plein en tête, j'en ai regardé plein. Les séries, en revanche, j'avoue que j'ai trouvé moins d'exemples en cherchant dans cette émission. Thibaut, est-ce qu'Halloween, ça rime avec série? Est-ce que c'est un genre, en tout cas un univers que les séries ont embrassé? Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'univers, effectivement. C'est un peu paradoxal, en tout cas moi, j'ai un peu une idée paradoxale sur le sujet, c'est que si on compare effectivement Halloween à la période de Noël, tu vas avoir beaucoup de séries sur le jour de Noël, cette soirée un peu sacralisée de Noël, les cadeaux, le lendemain matin, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un jour, un moment, le repas du soir avec la famille, cette réunion. Halloween, des séries finalement sur le jour d'Halloween, la fête d'Halloween, il y en a, c'est très rare. En fait, c'est plus la fameuse spooky season qui s'étale sur presque 2 mois finalement, qui va englober un peu ce sous-genre un peu général des séries d'Halloween. Mais c'est vrai qu'Halloween, la fête d'Halloween en tant que telle, n'a pas de série ou n'a pas de série emblématique. Ce sera plus une saison horrifique générale qui englobe un peu tout, quoi. Sachant que les séries du coup sortent pas forcément, autant les épisodes de Noël, t'en parlais, les séries autour de Noël sortent pour Noël, autant les séries qui, on va dire, qui nous font peur. Alors ça peut être des séries d'horreur, ça peut être des séries de monstres, etc. Il y en a un peu toute l'année en fait, c'est pas forcément sorti en plein mois d'octobre. Non, le fantastique et l'horreur se déclinent pendant toute l'année, c'est un genre qui plaît quand même. Et effectivement, comme tu le dis, c'est pas le moment est pas sacralisé au sein de la narration. Ce que j'ai, c'est que on va dire le go-to film quand on a envie de se faire peur à Halloween, c'est un bon petit film d'horreur, un truc on se dit on peut se crisper, mais c'est pour ça qu'on le regarde. L'horreur en série, c'est un genre qui marche bien ou pas? Oui. Ouais. Oui, mais en fait, l'horreur a quand même ce statut et en série et en film. On le voit avec parfois des coups d'éclat comme ça au box-office, Terrifier notamment, qui a rameuté les foules à son échelle, a cette capacité comme ça d'aller titiller, d'aller chercher le spectateur là où le spectateur veut bien aller, mais parce que justement, ça se joue avec ses frontières, ça se joue avec ce territoire qui fait un petit peu peur, mais dans lequel on aime bien aller pour mieux revenir dans son confort. Donc oui, effectivement, ça cartonne. Et je pense que on a vu le succès de Mercredi sur les plateformes. On a vu le succès de Dahmer, exactement, on va en parler sur Netflix. Ouais. Donc c'est quand même un genre qui a cette capacité d'aller chercher et de faire des gros chiffres, d'aller chercher les spectateurs en basse, véritablement. À l'autre bout du spectre, tu l'as un peu dit, il y a les monstres, il y a le fantastique, qui est l'autre partie d'Halloween, qui est la partie plutôt sorcière, vampire, etc. Ça, c'est un genre qui marche bien aussi. Ça demande du budget, que ce soit bien fait. C'est aussi un peu la limite de la chose, mais ça marche. Il faut du budget à la fois pour les costumes, les maquillages et aussi les effets visuels, donc c'est pas toujours facile. En revanche, je pense que c'est un format, le fantastique, qui se prête bien à la série parce qu'on a beaucoup d'auteurs de fantastique qui s'adonnent à la nouvelle. Et la série, quand elle est anthologique, elle peut reproduire ce schéma-là.
Après, le plus dur, c'est de maintenir l'attention et une cohérence entre tous les épisodes. Mais je pense que c'est un genre, en tout cas, qui, le fantastique, s'applique bien au format sériel et, du coup, à la saison d'Halloween. Et puis ça se déguste un soir, un épisode, 2, 3. On peut se faire un Halloween sur 2 mois, si on veut. Je voulais qu'on parle, parce qu'il y a une évidence quand on parle séries un peu fantastiques ou qui font peur, etc. Il y a un nom qui ressort, c'est Ryan Murphy, qu'en a fait presque sa marque de fabrique. C'est lui qui a un peu imposé ce genre-là aussi, avec son anthologie qui s'appelle American Horror Story. Alors moi, j'étais un peu surpris de découvrir que ça existe encore. Je vous le cache pas. Il y a les premières saisons avaient beaucoup fait parler. On avait un peu, c'était un peu provoquant, etc. C'en est à la 12e saison avec Kim Kardashian. Voilà. Je vous laisse avec faites ce que vous voulez de cette information, mais sachez que ça existe encore. C'est toujours sur FX. Lui, c'est un peu le pape d'Halloween, on va dire, en série, en streaming aujourd'hui. Il a saisi Ryan Murphy. Donc Ryan Murphy, on le rappelle, c'est aussi Glee, c'est aussi récemment. Et moins Halloween, on va dire. Docteur Odyssey. Donc c'est quelqu'un qui brasse très très large et sur plein de genres, mais c'est vrai qu'il a bien capté cette efficacité du genre horrifique, et on l'a vu parce qu'il a fait, tu l'as dit, American Horror Story, mais aussi Dahmer, et aussi donc, la série Monstre avec les frères Menendez, tout à fait, à la saison 2 là. The Watcher, il me semble, aussi l'année dernière. Donc il adore effectivement, et il se rend bien compte qu'il y a un public, et il y a un public puisque son deal avec Netflix a été un succès, puisque effectivement je crois que la majorité des séries qu'il a produites ont été des cartons à ce niveau-là. Donc oui, on va dire que c'est un peu son genre phare, même si le monsieur est talentueux et brasse assez large, et va chercher aussi des choses un petit peu plus légères comme Docteur Odyssey ce mois-ci. Il a ouvert des portes. Aujourd'hui, il y a d'autres. On va dire, j'ai l'impression que c'est très Netflix. Aujourd'hui, Prime Video a une sélection qui me paraît moins importante. Apple a pas grand-chose, voire quasiment rien. Il y a une ou deux séries qui peuvent, on va dire, rentrer dans la case. Netflix s'est vraiment positionné sur ce créneau, par contre. Netflix, c'est le public le plus large. On va dire aussi forcément, on veut toucher tout le monde, mais il y a largement de quoi faire. J'ai regardé leur sélection de séries un peu pour Halloween, c'est assez important, non ? C'est peut-être dû au fait à la cible, on va dire, première de Netflix, qui est quand même un public jeune, qui est du 15-25, qui adore se faire peur et qui est justement dans cette période, cette époque de la vie où on adore pousser ses limites, et c'est vrai que ça cartonne. Je veux dire, les slashers et les grands succès américains des années 70-80 ont cartonné parce que justement il y avait un public adolescent qui allait en salle. Aujourd'hui, c'est Netflix qui récupère ce public adolescent et qui va sur cette niche qui n'en est pas vraiment une, mais qui voilà, cette catégorie. Donc effectivement, oui, Netflix est là-dessus, alors que comme tu l'as dit, Prime ou Disney vont être sur des choses qui sont un petit peu plus nébuleuses, on va dire, un peu plus. C'est un peu plus divers sur Disney+. Par exemple, il y a American Horror Stories qui est sorti. Il va y avoir sa nouvelle. À ne pas confondre avec American Horror Story. Et ça devient compliqué. American Horror Stories. Voilà. Il y a Agatha Holmes, et une série Marvel. Là, il y a une série de Ryan Murphy qui sort aussi encore en novembre. Grotesquerie, voilà. Donc c'est un peu plus éparse, mais il y a aussi le fait que sur Netflix, un succès en appelle un autre. Donc en fait, quand ils ont un créneau, ils s'y lancent, quoi. Ils se posent pas de questions. C'est l'exemple parfait. Exactement. Effectivement, on prend une série unitaire et hop, on la transforme en anthologie, comme tu l'as dit, qui est un format qui se prête parfaitement bien à ces petites histoires qu'on peut se raconter au coin du feu pour se faire peur. Tu parles de Monstre, ça fait une bonne transition, puisque je voulais effectivement en parler. Donc c'est du Ryan Murphy, mais dans un genre assez différent d'American Horror Story quand même. On est sur du true crime, en tout cas dans le genre élargi du true crime, mais on va dire très flippant quand même. Là, pour le coup, on peut vraiment se faire peur à regarder cette série. Parce que c'est une histoire vraie, et parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui fascine aussi, qui fascine les spectateurs en règle générale, c'est l'histoire vraie, que ce soit le biopic, que ce soit effectivement le true crime. Alors, dès que tu mêles un petit peu l'horreur et des histoires qui se sont vraiment passées au coin de la rue, dans la ville qu'on connaît, ou tiens, mon voisin en a entendu parler il y a quelques années, effectivement, tout de suite, ça fascine. Et on le voit aussi d'ailleurs dans l'univers des podcasts, puisque les podcasts, que ce soit de thématiques sur ce sujet-là, cartonnent également. Donc effectivement, ça mêle, on va dire, deux sous-genres. Là, l'histoire vraie et l'horreur. Et du coup, là, ça fait un carton à ce niveau-là. Mais il a raison, si le succès est là, finalement. Julie, qu'est-ce qui te semble, toi, être indispensable dans une bonne série à regarder pour Halloween, une bonne série qui fait peur, c'est quoi ? Est-ce que c'est le twist de fin d'épisode où on va sursauter? Qu'est-ce qui, à ton avis, fait la bonne recette? Moi, j'ai vraiment une appétence pour l'ambiance. J'aime beaucoup les séries qui travaillent leur ambiance, qui travaillent leurs costumes, leurs décors, leur lumière, et qui misent sur des effets de l'horreur, mais des histoires qui sont pas forcément purement horrifiques. J'aime bien quand ça joue avec les frontières du drame, du thriller. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est vraiment une question de construire un univers qui est assez convaincant. Et bon, moi, j'ai une appétence pour le fantastique, donc je pense que le réel, ça m'intéresse
m'intéresse aussi, mais j'aime beaucoup tout ce qui est merveilleux et du coup merveilleux dans le versant plus obscur. Donc moi, c'est ce que je préfère, ouais. On va avoir votre petite reco tout à l'heure en fin d'émission. Je voulais qu'on continue ce débat en passant de l'autre côté du spectre d'Halloween, puisque tu l'as esquissé, il y a quand même des séries qui tentent les épisodes spéciaux d'Halloween, un peu comme Noël, et c'est un peu l'apanage pour le coup là, des comédies. C'est plutôt les sitcoms qui se lancent dans ce genre de choses. Et là, on est plutôt sur le versant humour d'Halloween, ce que nous, on voit un petit peu aujourd'hui, qu'on prend peut-être un peu en France plus à la légère aussi, avec les costumes un peu ringards, bricolés avec ce qu'on a à la maison, les soirées déguisées avec des bonbons partout, des fausses toiles d'araignée, machin. Là, pour le coup, dans les sitcoms, on se régale. C'est un moment aussi, ça permet de raccrocher la série à la temporalité des spectateurs en vrai, parce que comme les épisodes de Noël, ça permet aux spectateurs de se raccrocher à cette période-là. Et ensuite, je pense que c'est assez ludique à faire en termes de costumes, de décors. On peut faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, et même parfois dans le format, de faire des épisodes qui reposent sur des mécaniques de l'horreur, juste le temps d'un épisode de changer un peu la dynamique, de sacraliser le moment. Évidemment, Friends l'a beaucoup fait, forcément, puisque ça a duré longtemps. The Big Bang Theory, évidemment, avait chaque année son épisode. Brooklyn Nine-Nine aussi, par exemple. On a fait beaucoup. On a fait, chaque série, on a fait un petit marqueur qui marche toujours. Aujourd'hui, les sitcoms, il y en a un peu moins. C'est moins dans notre époque aussi de regarder des séries sur toute une année. Est-ce que ça veut dire que le comique avec Halloween va un peu disparaître, à votre avis, ou... On voit qu'il y a quand même on est dans une époque, je vais élargir un peu, on est dans une époque un peu, comment dire, postmoderne, dans le sens où effectivement, tu as parlé de code et tu as parlé de cette structure très établie du format d'horreur. On les connaît, les leviers, on les connaît, les effets qui nous font peur, on les connaît, les chats noirs qui passent, les jumpscares. Les spectateurs sont trop au fait de ça, donc il faut quand même un petit peu réinventer les choses. Et donc aujourd'hui, tu vas avoir ce côté un peu postmoderne où tu vas avoir des séries d'horreur qui sont un petit peu hybrides, comme What We Do in the Shadows, ou des choses comme ça, où tu vas avoir de l'horreur, mais qui va un peu se moquer de ces codes-là, qui va un peu prendre le spectateur aussi dans la blague. Et donc, si on a moins, on va dire, ces épisodes unitaires de sitcom bien délimités, tu vas quand même avoir des séries qui vont être un peu entre deux et dans ce jeu d'identité comique horreur finalement, comme What We Do in the Shadows par exemple. Qui est effectivement un bon exemple de ce qu'on peut réinventer autour de la peur et des mythes du vampire en l'occurrence, parce que c'est le cas dans What We Do in the Shadows. Je voulais avant qu'on passe au reco, parce qu'on en a plusieurs cette semaine, on n'en a pas que deux, vous allez voir, je voulais qu'on termine, puisque pour moi Halloween, faut avoir un peu peur. Pour avoir peur, il faut un méchant. Sinon c'est pas très effrayant, et je vous ai posé une petite colle pour préparer cette émission. Vous avez réfléchi, vous avez turbiné tout le week-end et tout le début de semaine pour me trouver le pire méchant de série, le méchant de série le plus effrayant, celui quand il apparaît à l'écran, on se dit ça va mal finir. Il y a quelqu'un dans la pièce qui va pas sortir vivant, ou je vais pas sortir vivant de mon canapé. Vous avez donc fait votre choix. Je commence. Allez, Julie, qui est selon toi le plus grand méchant des séries, celui qui te fait le plus peur? De mémoire récente, Homelander. J'ai été traumatisée par un épisode de la saison 4. Donc de The Boys. Ouais, de The Boys. Je trouve que ce personnage est ultra bien écrit. Bon, on le sait, Eric Kripke aime bien jouer avec les limites des spectateurs. Quand il s'empare des comics irrévérencieux comme The Boys, ça devient forcément quelque chose de fou. Et je trouve que la personnalité d'Homelander est sans doute la plus grosse réussite de la série, dans sa capacité qu'elle a à nous faire un peu oublier qu'il est effrayant, ses délires oedipiens, sa psychopathie, on nous fait oublier ça pour nous rattraper derrière et nous glacer le sang. Donc il y en a énormément de méchants emblématiques dans les séries. Effectivement, en plus, il a ce truc d'hyper-violence. C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut faire un truc fou, et en plus, on sait que ça peut être extrêmement gore, sans qu'on s'y attende, quoi. Oui, et il nous surprend dans sa folie à plein de moments. Et vraiment, le personnage est effrayant et il est incroyablement incarné par Anthony Starr, qui a l'air beaucoup plus sympa dans la réalité, mais qui glace le sang avec ses cheveux blonds gominés. Là, c'est vraiment très très compliqué. Mais effectivement, très bon exemple. Quand tu me l'as donné, j'ai trouvé que c'était un très bon exemple, puisque effectivement, c'est l'exemple type du méchant quand il rentre dans la pièce. En général, ça finit pas très bien pour ceux qui y sont. Thibaut, t'as fait un choix un peu similaire.
Alors ouais, j'en avais plein. Ouais, Mais, il a fallu trancher. Il a fallu trancher. C'est vrai que celui qui ressort ces dernières années, c'est Homelander. Si on revient peut-être une décennie dans le passé, on pourrait penser à Joffrey de Game of Thrones, qui a crispé beaucoup de spectateurs pendant des années. Tout le monde voulait le voir dégager. Bon, voilà. On reste dans un blond psychopathe avec beaucoup de pouvoir. Mais je trouve du coup, à contre-pied un peu de Joffrey, qui est peut-être effectivement ce personnage vers lequel on va assez rapidement, je trouve que Cersei, sa mère, est peut-être un méchant plus intéressant, car tout simplement plus passionnant dans son arc narratif. C'est quelqu'un qui commence dans la saison 1 dans une situation particulière et qui en 8 saisons va devenir un personnage complexe avec lequel on a de l'empathie, avec lequel on compatit véritablement, parce que son parcours et de femme et de mère et de leader est assez intéressant. Donc finalement le plus intéressant, c'est peut-être ces méchants-là dans lesquels on se reconnaît un petit peu, qui sont peut-être les plus terrifiants. Même si aussi je t'ai cité dans la liste qu'on a fait Logan Roy dans Succession, qui est ce méchant qui était des temps aussi, modernes, pareil, qui est peut-être un peu le Homelander, mais qui assassine pas à coups de laser, mais qui assassine peut-être punchline destructrice, et de fuck off, des choses comme ça. Qui effectivement avait aussi ce trait commun de on savait pas trop ce qui pouvait arriver quand il peut dégoupiller, il pouvait dégoupiller à tout moment, il pouvait déshériter quelqu'un sur un coup de tête, envoyer quelqu'un à l'autre bout du monde pour faire le job de nettoyage des toilettes si ça lui plaisait. Donc ouais, on aime bien ce genre de méchant qui nous surprend. On se dit, on sait que c'est pas des bons gars. On a quand même envie de s'attacher parce qu'encore une fois, Logan Roy, c'est pareil, il a un arc narratif assez incroyable. Mais on aime aussi les voir dégoupiller et soit réduire quelqu'un en charpie avec des yeux laser, soit le détruire financièrement jusqu'à sa ruine. On est là pour des choses terribles, nous. On a donc défini ce qui fait une bonne série, un peu d'une saupoudrée de fantastique, un petit peu de peur, parfois un peu d'humour, des méchants qui font peur. Et ben ça va nous donner quelques recos, puisque je vous ai demandé des idées à regarder pour Halloween. C'est parti. Voilà, et cette semaine, on voulait vous faire une sélection un peu plus large que d'habitude, puisqu'on a donc 4 séries. Je vous ai demandé 2 séries à chacun. Et je vais commencer avec toi, Julie, avec pas un classique forcément, mais en tout cas un inévitable d'Halloween sur Netflix, c'est The Haunting of Hill House. Effectivement, Mike Flanagan est un peu devenu le visage de l'horreur sur Netflix. Alors avec The Haunting of Hill House, Bly Manor, il y avait aussi une série The Midnight Club, et puis ouais, c'est ça, exactement. Plus récemment aussi La Chute de la Maison Usher. Et moi je me suis dit que c'était pas mal de revenir aux bases, et là vraiment la première série qui lui a donné sa renommée, en tout cas sur Netflix, parce qu'il était passé par le cinéma avant. Et je trouve que c'est déjà un avant-propos et intéressant pour son univers et son approche de l'horreur, je trouve, dans sa manière qu'il a d'ajouter du drame à des éléments et des codes horrifiques. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Il part du postulat de départ qu'on a tous des fantômes, et lui, il les matérialise concrètement. Et c'est vraiment intéressant. Ça évolue autour d'une famille qui est frappée par un drame, puis un suivant, et qui se réunit après le deuxième. Et on apprend ce qui s'est passé. Donc il y a un jeu dans le temps. C'est vraiment très, très intéressant et très bien réalisé. Et là, on est vraiment sur quelque chose, on va dire, dans les codes classiques, on va dire, de la série qui fait peur. C'est-à-dire qu'on a haunting, maison hantée, on a des fantômes, on a des jumpscares, ça fait peur. Là, pour le coup, c'est vraiment... Voilà, si vous êtes dans le genre classique, vous voulez de la peur au sens propre du terme, c'est ça. C'est très très bien. The Haunting of Hill House, c'est donc sur Netflix, et que tu l'as dit, il y a après la suite qui s'appelle Bly Manor. Il y a les autres séries de Mike Flanagan, effectivement, Les Serments de minuit, qui sont à regarder. La Chute de la famille Usher aussi, qui était assez terrifiante, mais un peu différente à regarder. Voilà, il y a du choix si vous aimez l'horreur. Tapez Mike Flanagan dans la barre de recherche de Netflix. Thibaut, on va sortir des codes, on va dire, classiques. Avec une proposition un peu décalée, mais que j'ai trouvé vachement intéressante quand tu m'en as parlé. Ça s'appelle Archive 81. Oui, oh là là, qu'est-ce que j'aime cette série, et malheureusement, elle a fait partie de ces séries annulées par Netflix, mais ça n'empêche pas d'en parler. Archive 81, c'est une série d'épouvante plus que d'horreur. Tu parlais d'ambiance tout à l'heure. Effectivement, c'est une série qui a une ambiance extrêmement soignée, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va restaurer des cassettes DV, des petites cassettes numériques des années 90, et qui, en les regardant, va se rendre compte qu'elles ont été filmées, ces images, par une documentariste qui va, au sein d'un espèce de grand immeuble new-yorkais, découvrir qu'il y a une secte et qu'il s'y passe des choses assez étranges. Et en fait, finalement, peut-être que la frontière entre les années 90 et son époque à lui est poreuse, et peut-être que la frontière entre les images des cassettes et sa réalité est poreuse également. C'est assez brillant. C'est adapté d'une série de podcasts également horrifiques. Et le casting est ouf. Et justement, il y a cette ambiance qui grimpe épisode après épisode, et qui se
qui prend son temps, qui est doucement façonné, qui ménage ses effets et surtout qui raconte une histoire. On a envie tout de suite de voir l'épisode suivant parce que l'histoire qui est racontée au sein de cet immeuble new-yorkais et de cette secte un peu étrange réserve de surprises, va de surprise en surprise et c'est assez génial et assez captivant. Le côté thriller enquête qui nous prend assez fortement. C'est effectivement malheureusement une série qui n'a pas allé très loin. Netflix a décidé autrement, mais qui vaut le coup. La saison 1, on va dire, se suffit un peu elle-même quand même, malgré tout. On parle pas assez. Voilà, Archive 80, donc à découvrir ou redécouvrir sur Netflix pour Halloween. Deuxième tour de table pour les recos. Julie, on va passer à Paramount+. Oui. C'est une série qui est sans doute moins connue, parce que Paramount+ n'a pas un grand public, mais il y a des choses intéressantes dessus. Ça s'appelle From. Effectivement, alors on n'en a pas beaucoup parlé en saison 1 et 2. Là, le mot commence à être donné. From, pour vous résumer ça très brièvement, c'est un mélange de Under the Dome et Lost. Moins la fin nulle pour Under the Dome. Pour l'instant en tout cas. C'est l'histoire d'un petit village où des gens sont piégés. Ils sont sur une route, il y a un arbre qui tombe, ils sont piégés et ils peuvent pas sortir et surtout ils peuvent pas sortir la nuit parce qu'il y a des créatures qui déchiquetent littéralement, c'est assez violent, chaque personne qui se trouve dehors. Donc en fait c'est assez malin, on retrouve vraiment les codes du film à mystère, le film aussi d'emprisonnement. Donc ça questionne le rapport à quand tu es confronté à tel ou tel problème, comment tu réagis, la notion de communauté. Mais c'est aussi plutôt malin dans sa gestion du fantastique et du mystérieux. Pour l'instant, les 3 premières saisons, la 3e n'est pas terminée, mais ça avance vraiment bien. J'espère ne pas être déçue comme je l'ai été pour Under the Dome. Mais allez lire les livres, tu n'auras pas été déçu par Under the Dome. Tu aurais su que Stephen King n'avait pas réussi à aller au bout de son idée. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant, c'est très bien incarné, l'acteur principal est vraiment très fort et c'est dispo sur Paramount+. Voilà, pour ceux et Canal+. Pour ceux qui veulent une proposition peut-être un peu différente aussi, là, un peu moins peur traditionnelle, mystérieux, From, donc sur Paramount+, qui est disponible notamment dans les bundles sur Canal, si vous êtes abonné à Canal. Et on va terminer, dernière reco, et là on va être sur du très grand classique, le classique des classiques d'Halloween. On pouvait pas y échapper quelque part. On a réussi à pas prononcer son nom une seule fois depuis le début de l'émission. Et là, il nous prend à la gorge. Et il nous prend à la gorge littéralement. Ça, c'est très beau comme transition. C'est Dracula. C'est Dracula qui existe en série. Oui, sur Netflix. Dracula, il y a 27 000 adaptations, 27 000 films. On connaît l'histoire 1000 fois. Mais ça n'a pas empêché Steven Moffat et Mark Gatiss, les créateurs de Sherlock notamment, d'arriver avec leur petite mini-série de 3 épisodes sur Netflix en 2020. 3 épisodes de 90 minutes, je crois. Voilà. Des téléfilms vraiment dans l'esprit de Sherlock, dans ces dernières saisons où il y avait vraiment cette idée de téléfilm de 90 minutes. Donc effectivement, ça reprend l'histoire de Bram Stoker bien connue. Donc ceux qui la connaissent en long, en large et en travers seront peut-être un petit peu échaudés en disant oui, on la connaît. Mais je trouve que Mark Gatiss et Steven Moffat, je trouve une belle variation sur les thèmes véritablement, puisqu'en plus ces 3 épisodes racontent certes une histoire effectivement à la fin du 19e siècle, mais aussi ça nous amène vraiment à notre époque contemporaine. Donc il y a vraiment une évolution et puis une nouvelle adaptation vraiment de ce héros culte victorien, on va dire, de la littérature. Donc non, c'est une vraie belle relecture. Et puis, je trouve qu'en format serial, ça marche bien. Ce côté 3 épisodes, ça permet de le savourer en 3 soirées comme ça, et c'est parfait pour ce long week-end d'Halloween qui arrive. Exactement, ce que j'allais dire, voilà. Un jeudi soir, un vendredi soir, un samedi soir. Voilà. Et Claes Bank dans le rôle principal de Dracula est vraiment excellent aussi. Effectivement, un très bon choix. Moi, j'étais passé à côté, je savais même pas qu'il y avait eu, tu vois. Alors pourtant, j'adore Gatiss et Moffat, j'avais adoré leur travail sur Sherlock notamment. Donc je suis ravi de savoir que j'ai trouvé mon programme d'Halloween grâce à Thibaut. Je regarderai aussi From, je regarderai Archive 80 que je n'ai pas vu non plus. J'avais vu The Haunting of Hill House et je suis pas sûr d'avoir les nerfs pour le regarder une deuxième fois. J'ai un peu la trouille, comme il faut le dire. Voilà, je suis pas très solide devant mon écran. On a donc largement de quoi faire pour Halloween. Je voulais terminer l'émission sur autre chose, puisque Julie, tu as une actu qui n'a pas de rapport avec Halloween, mais je voulais qu'on puisse en dire un petit mot, puisque tu viens de sortir un livre. Oui. Et j'ai toujours envie de montrer ça. Voilà, tac, je montre à la caméra. Ça s'appelle donc Royaume fantastique de la Terre du Milieu à Westeros. C'est ça. C'est assez massif. Voilà, je soupèse le bouquin qui vient de sortir. On le trouve dans toutes les librairies partout. Tu l'as coécrit avec Amandine Jonio et Arthur Nicole. C'est ça. Dis-nous tout, c'est quoi ce livre? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Et pourquoi est-ce qu'il faut absolument le mettre au pied du sapin dans 2 mois? C'est un peu une bible de l'heroic fantasy à travers tous les médiums qui s'en emparent, donc le jeu vidéo, la littérature, les séries.
et le cinéma. On a voulu parler des œuvres emblématiques et de les questionner dans leurs inspirations, l'impact qu'ils ont sur le panorama audiovisuel en général, ou audiovisuel ou littéraire, et aussi s'interroger sur les thématiques principales de ces œuvres qu'on adore. Donc il y a un peu de tout, il y a le Seigneur des Anneaux évidemment, vous pouvez voir sur la couverture. Et on parle aussi des nouveaux phénomènes de fantasy, notamment la romantasy, ce genre qui cartonne sur TikTok. Donc voilà, on a questionné tout ça à travers 300 pages, je crois. Ouais, c'est assez, c'est riche, il y en a pour tous les goûts. C'est sûr que même si vous êtes un grand fan de fantasy, il y a des choses que vous n'avez pas vues. C'est sûr que vous allez quand même apprendre des choses. Voilà, ça a l'air assez passionnant, ça traite un peu tous les formats, les livres, les séries, les jeux vidéo aussi, évidemment, qui sont devenus indispensables à l'heroic fantasy de nos jours. Voilà, donc jetez-vous dessus ou offrez-le à Noël à vos potes qui aiment la fantasy, ou à vos parents, ou à tout le monde. Royaume fantastique de la Terre du Milieu à Westeros. Voilà, c'est chez Larousse. C'est chez Larousse. Voilà, c'est pas mal, faut toujours le dire quand c'est une belle maison d'édition, ça claque. Bravo Julie pour ce bouquin qui t'a pris pas mal de temps, je le sais. Oui, merci. Eh bien, merci à tous les deux. Du coup, merci Thibaut, merci. Julie d'être venue nous faire peur pour ce numéro spécial Halloween. Émission terminée, mais à revoir si vous en avez raté une partie, que vous n'avez pas bien compris le titre du livre de Julie. Hop, rembobinez, revenez sur le site de Tech & Co, en YouTube, sur YouTube, en podcast, partout. On est disponible et on se retrouvera. On va faire une petite pause parce qu'on a trop d'émotions, on a trop d'Halloween, trop de peur. Moi, là, il faut que je me repose un petit peu. Donc, on reviendra un petit peu plus tard. On reviendra dans 2 semaines cette fois. Et donc, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.